Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je commencerai par vous dire bonjour à tous. Et c'est un grand plaisir pour moi d'assister avec vous aujourd'hui pour l'ouverture de ce séminaire qui coïncide avec la troisième réunion du comité de pilotage de notre projet intitulé, il a un très long titre, notre projet, et donc je vais le lire. Donc c'est la création d'une plateforme d'échange d'expériences et de mise en place des systèmes de diversification de la production agricole et la certification de produits de qualité. Donc il est très long comme titre, mais aussi il est très intéressant. Comme vous le savez, notre projet a fait son démarrage effectif en 2012, c'était au mois de juin, à la province de Sicile. On a eu la première réunion du comité de pilotage. Une seconde réunion a eu lieu au mois de juillet dernier, juillet 2013, et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième réunion du comité de pilotage. Je dirais aussi que notre projet a eu une prolongation de 4 mois et de cette façon, on aura à terminer notre projet d'ici septembre 2014. Donc le séminaire qui se déroule aujourd'hui, il cadre bien avec la troisième réunion du comité de pilotage. Comme vous le savez aussi, notre projet a retenu deux produits, à savoir l'artichaut et les figues de Barbarie, qui intéressent notre projet, et aussi certains gouvernorats comme Bizerte, Manouba, Benarous. Ils sont combien? Ils sont 5 gouvernorats. Donc les 5 gouvernorats que vous connaissez. Donc pour plus de détails concernant notre projet, on aura l'occasion de connaître et de prendre connaissance de tout le déroulement du projet lors de la communication de M. Mostfatouaï. Ce n'est pas un discours que je vous présente, mais tout simplement certaines paroles, certaines idées pour rafraîchir un peu la mémoire et de ce que nous avons fait déjà dans le cadre de ce projet. Donc le séminaire d'aujourd'hui, ça sera une occasion, surtout pour les professionnels et aussi pour tous les intervenants du projet. Comme vous le savez, notre projet fait intervenir pas mal d'organisations, à l'instar des groupements interprofessionnels, des centres techniques et d'autres institutions, mais aussi et principalement la profession. Donc nous avons avec nous aujourd'hui un certain nombre d'agriculteurs tunisiens et siciliens qui ont pour occupation et pour, ils sont fans des deux produits qui sont arrêtés par le projet, à savoir l'artichaut et les figues de Barbarie. Donc aujourd'hui, le séminaire va permettre à ces gens-là, à ces producteurs, d'être en rapport les uns avec les autres, dans le but de créer des liens entre eux pour échanger les expériences en la matière et les échanges aussi des produits. Donc pour ce faire, nous avons établi certains cahiers de charges, et ceci en l'occurrence parce que aussi, comme vous le savez, notre projet donne de l'importance au volet qualité spécifique, donc qui va se faire dans le cadre de ces relations entre les producteurs. Et dans ce cadre, on va vous présenter des projets de cahiers de charges en matière d'artichaut et de figues de Barbarie qui seront étudiés aujourd'hui avec vous en vue de recueillir vos avis là-dessus
et en vue de créer des relations entre vous dans le but de la création de produits de qualité, des indications de provenance par exemple, ou même des AOC, pourquoi pas. Donc c'est une occasion très importante pour le projet, parce que parallèlement au travail qui se fait dans les administrations, notre projet se base aussi en grande partie sur les expériences des agriculteurs dans les deux pays, bien sûr, et c'est la composante la plus importante qui va permettre de lier et de créer ces liens, et par conséquent, la création de la plateforme dont porte le titre de notre projet. Donc je pense que c'est une rencontre très importante. J'espère qu'elle tiendra votre attention et qu'elle vous apportera un intéressement pour ce projet, et j'espère qu'on arrivera à la fin de la journée d'avoir la création de liens entre agriculteurs tunisiens et agriculteurs siciliens pour pouvoir avancer dans notre projet. Comme vous le savez aussi, la coopération avec l'Italie, ce n'est pas notre premier de coopération avec l'Italie. Nous avons déjà fait plusieurs projets. Nous avons d'autres projets en vue. Donc pour nous, on est habitués, et la coopération avec les frères italiens, c'est devenu quelque chose d'habituel, et c'est notre coutume. Donc ce n'est pas très nouveau pour nous. C'est pourquoi je me permets de parler directement comme ça. Ce n'est pas un discours que je présente, mais uniquement quelques idées. Et je pense que ça sera de même pour Monsieur Contino. Il n'a pas lui aussi préparé de discours, donc on parle directement avec vous comme ça. Donc nous sommes une même famille. J'espère que notre séminaire se termine avec un renforcement de contacts et de liens entre les partenaires de ce projet, et qu'on arrive à réaliser les objectifs de notre projet, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui me reste? Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à nous tous, de passer ensemble une bonne journée, pleine de réflexion, d'amitié, d'échange d'idées, et j'espère que la journée sera fructueuse pour nous tous. Et je vous remercie pour votre participation, puisque vous êtes parmi nous, pour avoir répondu à l'invitation. Et je vous remercie aussi pour les efforts que vous allez faire avec nous dans le cadre de ce séminaire et pour la réussite de ce projet. Et je vous remercie. C'est M. Contino qui va présenter le plan. Merci, madame. Maintenant, on va passer à la présentation de M. Contino. La bienvenue. À vous la parole, M. Grazie a tutti voi, grazie a Madame Souaï e alla Tunisia di averci accolto in questa bellissima terra di Tunisia. Penso che oggi abbiamo raggiunto, Madame Sedam, un risultato per me importantissimo. Abbiamo messo qui insieme tanti imprenditori italiani e altrettanti, o forse di più, imprenditori tunisini. Una compagine produttiva che sembrerebbe contrapposta normalmente, contrapposta perché si trovano in due coste diverse, in due coste che si fronteggiano, e contrapposta commercialmente perché da qualche anno i siciliani e gli italiani si lamentano che i prodotti stranieri e quelli tunisini arrivano in Sicilia in modo un po' disordinato. Noi riteniamo invece che questa
comunità di intenti, la presenza comune in un'unica sala di imprenditori tunisini e di imprenditori siciliani sia un'occasione invece per cambiare rotta. Questo perché è nella logica e negli obiettivi che ha la comunità europea di mettere insieme e fare cooperazione trasfrontaliera, perché questa, credetemi, è l'unica strada perché non si vada verso una contrapposizione dei comparti agroalimentari, ma si vada invece verso una integrazione e soprattutto una scommessa comune, in quanto siamo legati tutti da uno stesso ambiente che è quello del Mediterraneo. Perché abbiamo deciso di stare insieme? Abbiamo deciso di stare insieme soprattutto su un progetto di qualità. Il nostro logo del nostro progetto è Création de qualité, creazione di qualità. E perché? Perché vogliamo fare una qualità effettiva e vogliamo che sia una qualità leggibile e vogliamo soprattutto che migliori la qualità percepita, cioè a dire qualità effettiva perché puntiamo su una diffusione del biologico, perché anche la Tunisia segue questo percorso che già da molti anni l'Italia e la Sicilia segue. Vogliamo migliorare e rendere più standard le qualità delle produzioni e quindi fare in modo che i disciplinari di produzione siano uguali in Tunisia e in Sicilia, e per questo anche nella carpetta che molto intelligentemente Messetouai ha preparato, ha messo dentro i disciplinari di produzione del carciofo e del fico d'India, che sono le produzioni scelte per questo progetto, e quindi una qualità effettiva migliore, soprattutto una qualità più standardizzata, e nella ricerca di questa qualità vogliamo anche migliorare la qualità percepita, perché il prodotto del Mediterraneo, non quello siciliano, quello tunisino, ma il prodotto del Mediterraneo è un prodotto unico, straordinario, che vive in un clima eccezionale e che quindi può essere ben apprezzato. Ieri venendo qui ad Hammamet commentavamo nel pullman, ma sembra di essere in Sicilia. Queste terre ci assomigliano, sembrano le nostre, eppure sono le loro. In molti scritti si legge che la Sicilia era prima unita all'Africa, quindi c'è stato come uno stacco fisico di questa zolla di terra e si è distaccata dall'Africa, quindi non è poi così distante dal vostro territorio. E allora bisogna fare che cosa? Bisogna migliorare la qualità percepita, cioè dobbiamo insieme lavorare perché il prodotto del Mediterraneo sia un prodotto di eccellenza nel mondo. E questo penso che non sia un obiettivo troppo ambizioso, è un obiettivo al quale si può lavorare, che non è un obiettivo che possiamo forse realizzare con questo progetto. Abbiamo già parlato con l'autorità di gestione sulla prossima programmazione del 2014-2020 per fare in modo che si rinnovi, ma già questa è l'intenzione della Comunità Europea, dell'Unione Europea, si rinnovi questa linea di cooperazione Italia-Tunisia per fare in modo che si migliori la qualità percepita. Cosa significa questo? Significa che nel momento in cui il prodotto agroalimentare del Mediterraneo è un prodotto riconosciuto di qualità, questo prodotto sarà meglio vendibile sui mercati locali ed internazionali, ma noi dobbiamo dare l'idea non di una produzione siciliana che si contrappone a quella tunisina, ma una produzione di eccellenza perché è una produzione del Mediterraneo. E allora proprio per questo con l'equipe che qui è presente al gran completo, diretta qui da Valentina Ruggeri che fra poco la presenterà, abbiamo invece qui al tavolo della Presidenza la nostra responsabile del marketing che è la dottoressa Stassi, e allora abbiamo lavorato per creare un marchio. Tanti marchi girano in questi tempi in tutte le nazioni e in tutti i mercati. Ma questo è un marchio che vuole essere il suggello di questa amicizia che noi qua dentro stiamo per portare avanti. Ed è un marchio che tende sostanzialmente a premiare l'esclusività del nostro ambiente mediterraneo. E allora abbiamo lavorato sui colori, sul disegno, abbiamo pensato poi di dare uno slogan, un nome, Spine di Sole. È un termine che ad alcuni non è piaciuto all'inizio perché era difficile da comunicare, perché le spine non sono una cosa gradita al consumatore finale, ma sostanzialmente abbiamo pensato questo. Intanto
è un marchio che ci deve unire nel nome perché esprime tutti i sapori del Mediterraneo e il Mediterraneo è una cosa che ci unisce. Poi ci unisce nei colori perché abbiamo il verde delle nostre piante e il marrò della nostra terra, ma soprattutto è lo slogan che è quello che ci ha colpito, spine di sole. Riflettevo questo, io sono un amante di piante grasse e quindi leggendo qualche cosa, le spine proteggono le piante e quanto più forte è il sole, quanto più forti sono le spine delle piante e quindi tanto è maggiore la protezione. E allora queste spine non sono altro che la protezione della qualità del nostro prodotto e queste spine crescono forti e vigorose nel nostro Mediterraneo che ha questo clima particolare mite ma nello stesso tempo generoso nelle produzioni che appena sotto, andando verso la terra desertica, non consente più questo risultato, così come al nord della nostra bella Italia abbiamo produzioni che già cambiano e non hanno i sapori e i colori della nostra terra mediterranea. Quindi spine di sole vuole essere una scommessa. Questo è lo schema del marchio, seppure non si vede bene. Abbiamo messo il carciofo e il fico d'India e abbiamo poi dato il doppio nome sia in francese che in italiano spine di sole. Ecco, vorremmo con questo e in base alle cose che io ho detto, alle motivazioni che cerco di portare avanti, che noi e voi lo condivideste, perché questo potrebbe essere il mezzo attraverso il quale nel tempo a venire potremmo promuovere non il prodotto tunisino, quello siciliano, ma il prodotto del Mediterraneo. Questa è la scommessa che qui vi lancio, dico una scommessa difficile, ma sono convinto nella buona volontà dell'Unione Europea e anche della disponibilità del governo tunisino e della direttrice di questo Ministero, Madame Zeidan, sono convinto che un percorso insieme si può fare. Oggi pomeriggio voi vi incontrerete, ecco, ritengo che quello di oggi pomeriggio sia uno dei momenti più importanti di questo progetto, perché attraverso questi incontri, gli incontri one to one, voi sottoscriverete non dei contratti di commercializzazione, ma degli accordi di collaborazione, che sono soltanto, come dire, una scommessa per dire possiamo anche collaborare, non dobbiamo farci la guerra commerciale fra la Tunisia e la Sicilia, ma possiamo sicuramente realizzare insieme questa scommessa che è quella di riqualificare e quindi migliorare la qualità percepita del prodotto mediterraneo. Proprio per questo siamo stati a Barcellona, ad Alimentaria, dove abbiamo anche accolto l'amico Tuai che ci è venuto a trovare e abbiamo testato questo marchio fra i vari produttori internazionali di varie provenienze sia spagnole ma italiane, straniere, africane, un po' da tutto il mondo. È una fiera prestigiosa e abbiamo letto negli operatori una particolare attenzione e interesse per questo marchio, quindi io proporrei anche una sorta di acclamazione, se ovviamente è condivisa, all'idea di portare avanti questa idea di collaborazione attraverso questo marchio, ma soprattutto proporrei alla delegazione tunisina di rafforzare nei limiti del progetto e nei limiti della scadenza di questo progetto le azioni di promozione, direi di marketing interno, cioè vuol dire non tanto verso il consumatore finale, per il quale forse non siamo ancora pronti, ma sicuramente verso gli operatori, cioè far capire attraverso il messaggio di questo progetto che cooperare si può e che attraverso questa cooperazione trasfrontaliera nell'accordo fra i paesi dell'Italia e della Tunisia si può sicuramente migliorare la redditività dei nostri agricoltori. Uno dei problemi che voi avete è quello che è difficile fare reddito in campo agricolo. Questo ancora oggi è difficile perché ancora oggi il prodotto si presenta troppo indistinto e senza un nome sui mercati. Questo noi vogliamo fare, vogliamo farlo insieme a voi, vogliamo ancora andare avanti e io qui stimolo anche Messie Tuai a trovare qualche soluzione anche nel budget tunisino per produrre un po' di materiale da distribuire nelle associazioni di categoria, fra i produttori, e quindi parlando dei disciplinari di produzione, parlando del marchio comune e soprattutto mettendo avanti quest'idea
che insieme due paesi diversi per cultura e per storia possono invece commercialmente crescere e diventare forti sui mercati internazionali. Questo è il nostro proposito e con questo chiudo il mio intervento, stando il fatto che adesso verranno tutta una serie di interventi tecnici che ci consentiranno step by step, passo dopo passo, di entrare al dentro di questa logica che stiamo portando avanti. Grazie. Alors, merci Madame Saïden, merci Monsieur Continu pour la présentation et la bienvenue. Je pense qu'il est temps maintenant de présenter le programme de la journée et de commencer les premières présentations. Alors, ce n'est pas la peine de répéter le nom du projet. Donc, le programme du séminaire d'aujourd'hui va commencer après les allocations de bienvenue de Mme Semia, directeur général de la DGPA, et M. Continu, le chef de file de ce projet. Je vais présenter, c'est moi-même qui va présenter l'avancement du projet, où on est. Puis, nous avons une deuxième communication qui sera la culture d'artichaut en Tunisie par M. Tawfiq Ousleti, qui est directeur au GIL. La deuxième communication, c'est la culture des figues de barbarie en Tunisie par Mme Ikhlas Dawadi, ingénieur au projet. La troisième communication, c'est la conduite biologique, la culture biologique en Tunisie. Je pense que Madame va présenter à la place de Mme Samia Amar, directeur général de l'agriculture biologique. Aussi, c'est un plaisir et un honneur d'inviter M. Ben Mohamed Ali, qui est un producteur d'artichauts, qui va nous honorer par son témoignage. Aussi, c'est un honneur et un plaisir d'inviter M. Malek Asdin, qui est un agriculteur averti et chevronné dans le domaine de l'artichaut, comme M. Mohamed Ali, qui va nous présenter aussi son témoignage après les deux communications. Après, on va passer aux pauses café. Il y aura la communication, une autre communication par M. Salvatore Morinello, directeur de la SWAT de l'ECATA, les techniques de culture de l'artichaut. Une autre communication qui est la cinquième, la culture d'artichaut biologique, par M. Anzou Mazza, producteur d'artichaut biologique à Menfi et à Santa Margarita. Et le témoignage, nous avons un témoignage parmi l'équipe italienne. C'est l'expérience de culture biologique de la production jusqu'à la commercialisation par M. Melchiorre Ferraro, producteur et entrepreneur agricole. Après le déjeuner, nous avons un sixième témoignage, un cas ici d'une association en Sicile, M. Antonio Lotoro, président du district agroalimentaire du Figue Barbarie de Clatino Sud Simieto. La sixième communication, c'est la présentation du label avec M. Giuseppe Viola, producteur de figues de barbarie, entrepreneur agricole, et c'est tout le travail, il a abouti à ce label. J'aimerais bien qu'on le donne beaucoup plus d'attention et qu'on le discute. Nous avons des cahiers de charges relatifs à l'artichaut, des cahiers de charges relatifs aux figues de barbarie. Nous avons il faut qu'on travaille en réseau, je vais discuter après. Vous avez même des possibilités de jumelage, vous avez même des possibilités de signer des contrats, et c'est juste pour le bienfait et l'avenir de l'agriculture tunisienne et sicilienne. C'est le cas de l'artichaut et des figues de barbarie. Alors, le plus important, j'aimerais bien, peut-être on va essayer de ne pas s'attarder beaucoup sur la communication, c'est de réserver beaucoup plus de temps pour les rencontres one-to-one. C'est pourquoi on a organisé des tables rondes, c'est pour qu'elles restent face à face et discuter. Et j'aimerais bien qu'on va s'organiser après. Et je vous remercie, monsieur. Je vais commencer par ma présentation, qui est intitulée alors, l'avancement du projet CQ 037. Rapidement, je ne vais pas être... Non, c'est pas ça. Attends, avancement. Voilà, c'est ça. Pardon. Ok. Alors,
surtout c'est un projet qui est fait dans le cadre de programmes de coopération transfrontalière, le programme Tunisie 2007-2013. Donc c'est la première génération et le premier essai de ce genre de programme. Et il y avait 12 projets. Parmi ces projets, c'est notre projet, le SEKI 037. Alors, l'objectif du projet, c'est surtout une bonne collaboration entre la Tunisie et l'Italie dans le domaine des produits agricoles. Et surtout, améliorer la compétitivité des produits et diversifier la production agricole et surtout se positionner convenablement sur le marché, pas uniquement les marchés tunisiens, les marchés italiens, les marchés méditerranéens et partout dans le monde. Alors, on a pris l'initiative de faire ce projet et surtout de s'orienter vers les espèces autochtones, c'est-à-dire des variétés de la culture des espèces autochtones. Et bon, au début, c'était pas bien précisé le produit sur lequel on va travailler. Et c'est au cours du deuxième comité de pilotage qu'on a décidé, parce qu'on était un peu, c'est un grand projet, mais le programme Tunisie-Italie, c'est toujours 2 ans, donc c'est pas beaucoup. Donc on a essayé de travailler uniquement sur 2 produits qui sont l'artichaut et les figues de Barbarie. Et surtout, l'échange de savoir-faire entre les 2 pays et la création de labels. C'est aussi, dans le projet, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a surtout la gestion du financement agricole et surtout réaliser un parcours excellent et apporter des solutions innovantes. C'est ça le plus important parce que ce sont des produits qui sont très anciens, qui sont classiques, mais je pense que l'innovation peut apporter une empreinte très importante sur ce produit. Alors, les pertinences du projet, le secteur agricole, c'est un secteur très important, qui est très promoteur de l'économie locale, que ce soit en Tunisie ou en Italie. Et aussi, la Sicile, c'est un pays aussi qui est réputé par la diversification et la richesse de ses produits agricoles de qualité. Et je pense que je dois aller vite parce que ça, on l'a fait lors du séminaire de juillet. Ceux qui ont assisté avec nous, ils ont bien compris de quoi il s'agit. Alors, donc, il y a quelque chose qu'il est nécessaire de rappeler que les exigences de qualité des produits agricoles et agroalimentaires de l'Union européenne nous obligent à exceller en matière de qualité. Donc, il faut mettre un système de production de produits de qualité certifiés. C'est quelque chose qui est nécessaire. Et le projet, il est là pour apporter une consolidation. Le projet, entre parenthèses, n'est qu'une participation parmi les autres projets, n'est qu'un maillon de chaîne de la chaîne qui est constituée par d'autres projets. Donc il s'agit, nous n'allons pas apporter des solutions miracles, mais nous allons quand même contribuer. Ce n'est qu'une contribution. Et probablement, il y aura d'autres projets qui vont continuer ce que nous, on va faire. Alors, toute cette démarche, c'est essentiellement pour les produits qui sont destinés à l'exportation. Parce que l'artichaut, il y a pas mal on exporte de la Tunisie vers pas mal de pays. Il y a même des Italiens qui s'installent ici et qui exportent de l'artichaut. Les figues de Barbarie aussi, nous sommes exportateurs. La Sicile aussi, c'est un exportateur d'artichaut et exportateur de figues de Barbarie. Alors, notre chef de file et partenaire, c'est le chef de file, c'est la province régionale d'Agrigentou, c'est le bureau de la promotion touristique d'Agrigentou, et le partenaire, c'est la direction générale de la production agricole, le ministère de l'Agriculture. Alors, on travaille avec 5 CRDA qui sont nos collaborateurs, et je les remercie de leur présence. Aussi, j'ai saisi l'occasion, d'ailleurs je l'ai fait hier, pour remercier encore nos amis et nos partenaires italiens à être parmi nous et à passer un bon séjour. La durée du projet, c'est un projet qui est en principe ambitieux, mais ce n'est pas un projet de 2 ans. Et on va essayer de faire ce qui est possible. C'est un projet aussi, il faut noter, qui est très important. L'objectif, c'est le bon voisinage. Surtout, vous savez l'histoire des Lampedusa et des immigrations et des bateaux qui échouent, tout ça. Donc, nous voulons créer un peu plus d'emplois, dynamiser le secteur afin de respecter le bon voisinage et créer de l'emploi en Tunisie et limiter quand même l'immigration. Alors, pour le projet, je vais aller rapidement à l'avancement parce que je dois aller directement ce qu'on a fait après l'atelier qu'on a fait au mois de juillet.
Donc la signature de la décision, donc, ça a été fait en 2011, donc ça se voit que nous sommes en 2013. Nous avons fait des cours de formation de gestion de projet, nous avons signé la convention des partenariats en 2011. Nous avons ouvert un compte à la Banque centrale, donc nous avons de l'argent à la Banque centrale. Nous avons la première réunion du comité de pilotage, ça a été en Agrigenti au mois de juin. Et nous avons aussi fait des cours de formation pour les responsables financiers. C'est un projet qui paye, mais il ne paye pas la TVA. C'est ça le problème de retard, parce que c'est un dossier qu'il faut bien préparer, parce que le TVA n'est pas éligible, donc on ne paye que les choses hors TVA. Autre chose, donc en 2013, en février, on a réuni les CRDA et on a discuté à propos du choix des espèces autochtones, parce qu'on a lancé le projet et ça a été, si on a pris 4 ou 5 produits, on ne va pas en finir. Donc on a réuni les CRDA, on a essayé de choisir les espèces, on a discuté, il y a pas mal de produits qui ont été proposés, mais à la fin, on a choisi le groupe cible et on a choisi le produit qu'on va discuter. Alors, la lenteur du projet, c'est que la démarche de l'Union européenne, il y a le Prague, c'est très facile, vous suivez c'est-à-dire vous pouvez acheter des achats, tant qu'il est inférieur à 50 000 €, vous pouvez acheter son devis, mais nous, on a procédé comme l'administration tunisienne, c'est-à-dire on fait 3 devis, et on fait des rapports de paiement, puis on fait des bons de commande, des factures, tout ça, et on doit passer le dossier de l'exonération à la recette des finances. C'est ça le problème, bon, le problème de retard. Notre deuxième réunion du comité de pilotage, bon, ça c'est notre... attends. Mais le projet aussi, il a rencontré certains problèmes. Certains problèmes, c'était, bon, le staff de la DGPA était insuffisant, et je pense qu'on a pris la décision en 2013 d'équiper le projet en cadre ingénieur et technicien, ce qui fait qu'on a recruté des techniciens ingénieurs, on a aussi procédé à la facilitation dans la gestion, et puis on a activé la communication, parce qu'au début, nous avons un problème de communication entre la partie italienne et tunisienne, malgré que la langue française, mais parfois on ne se comprend pas parce qu'on se parle de l'italien. On a fait aussi un séminaire au mois de juillet et on a bien exposé et on a pris une décision avec tous les intervenants, le GIL, le GIF, le GVPF, la direction de la qualité, le DGFIOP, et on a pris la décision de travailler, même l'antenne STC, elle était avec nous, et on a présenté la réalisation du projet, on a présenté surtout les rapports des filières économiques italiennes tout en gardant la réalité italienne, et on a présenté aussi le rapport des filières économiques tunisiennes tout en regardant et en respectant la réalité tunisienne et la réalité italienne. Donc, on a à la fin choisi, lors du comité de pilotage au mois de juillet, on a choisi enfin le figue des barbaries et l'artichaut. Alors, on a fait une mission, on a essayé d'organiser une mission des experts italiens en Tunisie, et on a visité, les régions qui sont intéressées, Ariana, Bizerte, Manouba, Benarous et Nabel, et on a essayé de choisir, on a visité 36 parcelles, on a sélectionné 36 parcelles, et on a visité le possible, et on a choisi quelques producteurs qui sont chevronnés en matière d'artichaut, Ariana, Bizerte et Manouba, et le figue de Barbarie, surtout Benarous et Nabel. Donc ça, c'est une parcelle en Tunisie. Celle-là aussi, c'est en Tunisie. Je ne sais pas vous les citer le lieu. Donc, celle-là aussi, elle est en Tunisie. Je pense que ça, c'est Mohandali, je pense. Bon. Oui. Et celle-là, c'est Annabelle, c'est le figue de Barbarie. En Tunisie aussi, la même chose. Bon, on va voir que c'est ça ce qu'on a visité, c'est la coopérative. Donc, il faut un effort, mais pas tellement calibré, pas tellement bien conditionné pour les figues de Barbarie. Et ça, c'est ce que ça se vend sur le marché. Aussi, on a organisé une mission en Italie et on a visité la région de Menfi, Chacca, Alicata et Santa Margherita. Pour l'artichaut, on a visité Menfi, Chacca et Alicata et on a visité 8 producteurs, dont 2 coopératives. Et le figue de Barbarie, on a visité 3 dans une coopérative qui est aussi Solario. Donc ça, c'est le marché de Palerme. Donc vous voyez que le figue de Barbarie, il existe toujours avec les produits. Il est emballé. Bon, il est présenté mieux que de nous. Ça, c'est l'emballage. Je laisse parler tout seul. Ils ont des machines aussi à enlever les épines. Je ne sais pas comment ça s'appelle, brossage ou bien brossage.
Et ils font aussi ça c'est le passion naturelle de solar, et donc ils font le conditionnement d'artichaut. Ça c'est une parcelle, je pense, à Menfi. Celle-là aussi, je pense que c'est à Menfi aussi. C'est à Santa Margarita. Figue de Barbarie à Santa Margarita. Et on a dû éteindre le projecteur. Pourquoi il laissait le projecteur? Non, le projecteur, parce que pour la lumière. Bon. Est-ce que vous voyez très bien, non? Bon. Ça, c'est, je pense, c'est Alicante. Et Italie. Ça aussi, c'est en Italie. Et puis, voilà, maintenant, on a abouti à lancer un label de produits qui est CQ le 037. Je laisse mon ami l'italien, il va présenter ça comme il faut. Et pour cela, on a fait un effort, on a imprimé un projet de cahier de charge Figue de Barbarie, un projet de cahier de charge artichaut. Et ces cahiers sont soumis, ils sont dans les cartables, donc ils sont discutés. Ce sont des projets, il ne faut pas s'affoler, il faut discuter, il faut améliorer. Il faut dire oui, il faut dire non, il faut signer, il ne faut pas signer. Comme vous voulez, vous êtes libre. Donc, on est là pour discuter et nous sommes tous open. Il y a autre chose qui est très importante. Je pense que, moi, quand j'étais en Italie, j'ai discuté avec des producteurs italiens. Et on a commencé à dire, parce que ils ont dit, mais quel est notre profit? Comment on va faire? Bon, nous sommes aussi chevronnés en Figue de Barbarie, on a tout. Alors, quel est l'apport? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter, la Tunisie? Bon, on dit, bon, mais ces projets, il va nous apprendre à collaborer. Il faut discuter. Discuter et trouver des solutions pour affronter, pour présenter un label. Et un label, comme a dit M. Cantino, peut-être demain, ça sera méditerranéen. Et il faut apprendre à discuter, s'asseoir autour de table et discuter nos problèmes, discuter nos soucis, discuter nos rêves, nos dreams. Qu'est-ce qu'on va faire pour les Figues de Barbarie? Mais surtout, ne pas tourner le dos. Parce que si quelqu'un tourne le dos, on ne va pas résoudre le problème. Et collaborer, apprendre à collaborer. Et surtout, nous avons un problème, même en Tunisie, et je pense que même en Italie, c'est apprendre à travailler en réseau. C'est une plateforme que je pense qu'il va le présenter, la plateforme. Nous avons un expert qui va, c'est vous qui vous allez présenter la plateforme. C'est une plateforme qui existe sur le site web. Donc, je pense que c'est un lieu de rencontre qu'il faut en profiter le maximum. Alors, pour nous, le projet va continuer à travailler là-dessus, ces choses-là. Le projet va continuer à former les techniciens et les professionnels en matière de techniques modernes relatives à la conduite de l'artichaut et des Figues de Barbarie, et c'est conformément à son programme. Le projet va veiller sur l'activation et la dynamisation de sa plateforme, et c'est pour une meilleure coopération. www.projetsecu.Union européenne. Et merci de votre attention. Et je vous souhaite bonne journée. Okay. Je pense que maintenant c'est la culture de l'artichaut par M. Taoufik Ousleti, directeur du GIE. Bonjour, je souhaite bienvenue à nos amis italiens. Donc, bon séjour en Tunisie, également à nos collègues tunisiens. Donc, dans ma présentation, je vais parler un peu de la culture de l'artichaut en Tunisie, tout en sachant que et nos amis italiens sont présents avec nous, que l'Italie est de loin le premier pays producteur d'artichaut dans le monde. Donc, donc, je vais parler dans ma présentation un peu de l'histoire de la culture en Tunisie, des zones de production, des niveaux de production et des rendements, des superficies, un peu des travaux qui se font en Tunisie pour améliorer un peu le paquet technique ou la conduite de cette culture. Donc je ne suis pas habitué à... J'étais toujours habitué avec un micromobile. Donc un aperçu sur le botanique de la culture de l'artichaut. Donc comme tout le monde le sait, donc l'artichaut est issu du Cinara cardaculus, le khorsh, qui a subi deux types de sélection. La première sélection a été faite pour avoir des nervures plus épaisses, et qui a abouti donc
au cardan, donc qui est commercialisé maintenant. Donc c'est le premier type de sélection qui a été fait. Et l'autre type de sélection s'est intéressé aux capitules, donc pour avoir des capitules plus gros et plus gros et des cultivars plus productifs qui a abouti donc à l'artichaut donc culture. Donc le progéniteur unique de l'artichaut et du cardan, donc c'est le Cinara cardinculus. Concernant l'histoire de la culture de l'artichaut, donc beaucoup de documents qui s'intéressent à la culture témoignent que les traces les plus anciennes qui témoignent de l'existence de la culture de l'artichaut dans le monde existent en Tunisie. Donc, ils sont matérialisés par des mosaïques. Donc, comme vous voyez ici, donc, il y a 3 mosaïques. En fait, il y a 4 mosaïques en Tunisie qui parlent de l'artichaut. Un qui n'est pas matérialisé dans ce diapo, il est à Sousse. Donc, le premier diapo, donc, il est au Bardo. Donc, dans ce diapo, il y a 40 repas. Donc, vous savez qu'à cette époque-là, les repas sont basés sur les produits de la chasse, mais quand même, il y a l'artichaut. Donc, cette mosaïque-là témoigne de l'existence de cette culture en Tunisie dès le 3e siècle. Donc, il y a un autre diapo, donc, qui est également au Bardo. Donc, il y a 2 capitules. Il y a un autre diapo, donc, il y a une autre mosaïque, donc, qui est au musée d'Al-Jam, qui date aussi du 2e siècle, où il y a 2 capitules. On voit qu'il y a un capitule, donc, abracté, non fermé, donc, et ça, ici, un autre capitule abracté ouvert. Donc, peut-être, même à cette époque-là, il y a aussi la notion de variété. Donc, ce sont les traces les plus anciennes qui témoignent de l'existence de la culture de l'artichaut dans le monde, et ils sont donc en Tunisie. Pour l'histoire récente, donc nous pensons que ces derniers temps, donc l'artichaut a été introduit en Tunisie par les Français, et cela s'explique par les variétés qui sont cultivées en Tunisie, parce que nous trouvons donc le violet d'Alger et le blanc oranais, donc les Français qui étaient donc en Algérie. Donc après la Tunisie a été colonisée, donc après l'Algérie, donc lorsqu'ils sont venus, donc avec les variétés. Donc on trouve, c'est la même chose au Maroc. Hein. Donc il y a aussi d'autres variétés qui sont cultivées au Maroc, qui ont été introduites à partir de l'Algérie. En Tunisie, il y a des zones qu'on appelle traditionnelles de cette culture, qui sont Manouba, donc Ariana, Benzart, donc qui sont les zones traditionnelles. Il y a les zones où il y a un peu qu'on appelle un peu de superficie d'artichaut, ce sont les zones d'extension, donc ce sont les zones de Zarouane, Nebel et Jandoub. La répartition des superficies, donc nous observons que les principales zones de production sont Manouba, Benzart, Ariana et Béja, où il y a plus de 95% des superficies. Les niveaux de ce diapo-là, donc on y trouve les niveaux les productions, les rendements et les superficies. Donc nous observons qu'en Tunisie, presque, c'était toujours donc au niveau de 2300, 2400 hectares, et la production est entre 15 et 20 000 tonnes. Les rendements sont de l'ordre de 8 tonnes par hectare. Le calendrier de production, donc nous avons 2 groupes de variétés. Un premier groupe, c'est le type blanc, qui sont matérialisés par les variétés précoces. Et un autre groupe, c'est le type violet. Donc les blancs sont donc précoces. Donc nous avons un pic de production donc, dès le mois d'octobre-novembre pour les blancs, et au printemps, nous avons le pic de production pour les variétés violettes. Donc voilà, donc ici, c'est l'évolution des prix. Donc, nous observons pour le type blanc, parce que le type blanc, il y a 2 cycles de production. Donc, il y a les premières productions où les prix sont intéressants. Après, donc, les prix baissent parce qu'il y a une baisse de la qualité. Et après, il y a la production dirigée, donc les prix augmentent de nouveau. Vous voyez, de pic. Donc, pour le violet, donc, il n'y a pas de cycle de production, donc presque nous avons des prix qui sont intéressants au début, et après, il y a une chute des prix. Oui. Pour l'exportation, donc la Tunisie, au début,
dès les années 60, la Tunisie exportait beaucoup d'artichauts. Donc, nous observons que les niveaux ont dépassé certaines années les 4000 tonnes, mais à partir des années 70, donc, il y a une chute de l'exportation. Même certaines années, il n'y a plus d'exportation. Et ces dernières années, nous observons un regain, donc il y a une amélioration des niveaux d'exportation. Également pour la transformation, donc nous observons que l'industrie de transformation de la culture d'artichaut n'est pas très développée et nous observons que un faible pourcentage de la production elle est transformée. Bon, les principales variétés cultivées en Tunisie, donc nous avons le blond arané qui est originaire donc, de l'Algérie, donc c'est la ville d'Oran. Donc c'est une variété précoce qui présente 2 périodes de production et c'est une variété à capitule de calibre moyen. Donc presque on trouve 30% des superficies d'artichauts en Tunisie sont cultivées à partir de cette variété. Nous avons le type opale qui est un hybride. C'est une variété tardive, donc à capitule de gros calibre. Et elle présente aussi l'avantage d'avoir des récoltes groupées. Une variété pour la transformation, c'est la variété Brindisi. Donc c'est normalement, voilà, donc ce sont des petits capitules qui ont parfois les bractées ouvertes. Donc, elle produit un nombre important de petits capitules. C'est une variété destinée à la transformation. Le violet d'hier, qui est la variété la plus cultivée en Tunisie et un peu partout dans le monde, elle est présente aussi en Italie. C'est une variété demi-précoce pour une plantation de début août. Normalement, elle entre en production donc, vers le mois de novembre-décembre. Mais elle présente aussi de très beaux capitules. Elle est appréciée pour l'exportation, dans le marché local et l'exportation. Ici, c'est une variété, donc, au cours d'inscription, qui est la variété Madrigal. C'est une variété de type blanc, mais une variété aussi tardive. Bon, les autres variétés, nous avons aussi en Tunisie le violet d'Alger, le violet de Bari, l'Annebi, qui est une variété sélectionnée ici en Tunisie, et la variété Balti. Ce sont 2 variétés tardives. Donc, en Tunisie, nous avons travaillé un peu sur la culture de l'artichaut pour améliorer le paquet technique. Donc, nous avons essayé de mettre à la disposition des producteurs les résultats de travaux de recherche. Donc, ici, nous avons développé un programme de fertilisation, de fertigation, donc basé sur les apports en fonction des stades phénologiques. Il y a donc, des équilibres entre les éléments, donc il est mis à la disposition des producteurs. Donc ici, nous observons la répartition des engrais en fonction du stade phénologique de la culture. Oui. Ici, donc, ça, nous proposons donc aux producteurs des programmes de fertilisation en fonction du système d'irrigation. Donc, le premier, c'était en cas d'utilisation du goutte à goutte, et le second, c'est en cas d'utilisation de l'aspersion ou d'irrigation classique. Également, nous cessions de mettre à disposition du producteur la possibilité de gérer correctement le programme de fertilisation en leur montrant un peu les symptômes de carence pour décider les apports. Donc, si c'est le cas, par exemple, de carence en phosphore, et si ce sont les symptômes de carence en potassium, ici, ce sont des carences en calcium où nous observons des atrophies au niveau des feuilles et également au niveau du capitule. Voilà, des atrophies au niveau des capitules. Ici, ce sont les carences en éléments magnésium. Nous avons aussi essayé de travailler sur l'importance du plan à utiliser pour avoir une bonne précocité et également une bonne vigueur et une bonne qualité. Donc, ici, ce sont les plants, donc l'utilisation de plants enracinés. Donc ici, nous faisons même, cette année, nous avons commencé à faire un travail sur le greffage pour échapper à certaines maladies, notamment le verticillium. Ça, c'est initié sur le greffage de l'artichaut sur le cardan.
Si la notion de pépinière que M. Meller, donc ici présent, connaît très bien, donc nous essayons de remettre un peu, de refaire ce travail et de montrer à l'agriculteur l'intérêt de l'utilisation des plants de pépinière, c'est-à-dire la date, les dimensions du rejet, donc des travaux qui vont permettre d'améliorer un peu le paquet technique. Donc, également, des travaux sont conduits pour améliorer un peu la précocité, pour améliorer un peu le calendrier de production, parce que ici en Tunisie, nous avons un très mauvais calendrier de production. Donc, ici, nous avons tout un paquet technique, parce qu'il faut mettre, il faut tout un paquet technique pour avoir une bonne précocité, y compris l'acide gibberellique. Donc avant, ce n'était pas utilisé. Donc Tunisie, maintenant, ça commence à être utilisé par beaucoup de producteurs. Également, pour une bonne gestion et une bonne protection de la culture, donc nous suivons un peu l'apparition de certains ravageurs et décider des seuils d'intervention. Ici, par exemple, dans le cas des pucerons. Également, il y a des dégâts pour les escargots, donc les seuils d'intervention et les méthodes d'intervention et les périodes d'apparition. Également pour tout ce qui est noctiel, donc polyphage et spécifique à la culture de l'artichaut. Donc, nous déterminons un peu avec des pièges à phéromones, donc les périodes d'apparition et comment donc traiter pour avoir une lutte donc, chimique donc, raisonnée. Nous nous intéressons également à l'homologation de certains produits contre certaines maladies comme le verticillium, le mildiou, l'oïdium et les pourritures. Également, donc, ici, pour l'étude de certaines noctielles donc, spécifiques à l'artichaut, comme la Spodoptera donc, littoralis, la période d'apparition, les méthodes et les modes d'intervention et les produits donc, homologués pour intervenir contre ce ravageur. Donc, également ici contre une noctielle spécifique à la culture de l'artichaut qui est la Gortina donc, xanthines, donc, qui cause beaucoup de dégâts au niveau production, donc également sur la qualité. Donc sur ce, donc, je vous remercie. Donc, je vous souhaite donc bon travail durant toute cette journée. Merci. Merci, c'est Tawfiq. Bon, nous passons à la troisième communication par Madame Ikhlas, la culture du figue de Barbarie en Tunisie. Bonjour à tous. Je vais présenter aujourd'hui la culture de figue de Barbarie en Tunisie. Ma présentation est répartie essentiellement sur 3 parties. Je vais commencer de parler un peu sur l'historique de la culture de figue de Barbarie en Tunisie. Par la suite, je vais décrire la plante et son utilisation, sa valeur alimentaire aussi. Après, je vais citer la situation du figue de Barbarie en Tunisie, l'export, l'import. Et enfin, je vais parler sur les techniques culturelles de plantation. Donc, la plante du figue de Barbarie, c'est une plante originaire des régions arides et semi-arides de Mexique, qui a été introduite en Afrique du Nord au XVIe siècle, spécialement en Tunisie et au Maroc. Donc, cette plante miracle a permis à ces pays la mise en valeur des terres marginales et des zones arides et semi-arides. Son adaptation à divers climats et sols a permis à la plante de répandre efficacement lorsqu'elle est utilisée dans la lutte contre l'érosion. En outre, elle présente une production en biomasse très efficiente. Donc, des plantations intensives ont vu le jour ces dernières années en Tunisie et de variabilité génétique a été créée au sein de la plante de figue de Barbarie tunisienne.
Cette variabilité pourrait être considérée comme une richesse économique supplémentaire à laquelle il est d'or et déjà temps d'accorder plus d'importance. Donc, cette plante, elle a plusieurs utilisations. Elle peut être utilisée comme fruit, comme alimentation pour les animaux. Aussi, elle peut être utilisée comme clôture. On peut aussi fabriquer du jus de fruits ou du nectar à partir de la pulpe de ces fruits. On peut fabriquer de confiture ou bien faire l'extraction des huiles essentielles à partir de ces graines. Cette plante appartient au genre Opuntia ficus indica, de famille Cactaceae. Donc, c'est une plante robuste de couleur vert mat. Elle a un tronc épais et ligneux. Elle a des petits articles aplatis en forme de raquette, ou on dit aussi des cladodes, ayant une longueur de 30 à 50 cm et une largeur de 15 à 30 cm. Ces raquettes sont couvertes de petites aréoles, d'épines et des clochis blancs. Le figue de Barbarie, la plante de figue de Barbarie, dans les champs, elle ne doit pas dépasser une hauteur de 3 mètres pour faciliter les travaux agricoles. Donc, sa fleur, elle est de couleur jaune à rougeâtre. Donc, c'est une fleur hermaphrodite. Elle présente un diamètre de 3 à 4 cm. Les fruits sont d'une forme ovoïde et la pulpe, elle est toujours juteuse. Donc, on distingue 4 variétés. La roja pellona ou rouge foncé. Elle devient en maturité entre les mois de juillet et d'août. La bianca ou blanc, elle devient mature entre les mois d'août et novembre. La chiala ou la variété jaune, elle est importée de l'Italie et elle devient mature entre les mois d'août et novembre. On trouve aussi la rossa ou bien rose foncé. C'est une aussi variété importée de l'Italie et elle devient mature entre les mois d'août et novembre. Donc, en ce qui concerne sa valeur alimentaire, cette fruit, elle est riche en fibres, en vitamine C, calcium, potassium et phosphore. Passons à la situation de figue de Barbarie en Tunisie. On remarque que les superficies de plantation des figues augmentent d'une année à une autre. Les principaux, on peut considérer la région de Nabel comme pôle de production de figues de Barbarie. Par exemple, en 2010, la production a atteint 2500 tonnes. Il y a d'autres régions qui produisent le figue de Barbarie en petite quantité, telles que les régions de Bizerte, Benarous, Zarouen, Manouba, Kourouane, Monastir, Mahdia, Sidi Bouzid, Kasserine, El Kef, Jandouba et Beja. Donc, en ce qui concerne la production et l'exportation, la production augmente d'une année à une autre. Donc, aussi l'exportation, elle augmente. Il y a toujours une demande de produits. Les principaux pays importateurs de figues sont la Libye, en premier lieu. Par la suite, on trouve les pays de Golfe, et Canada, France, Pays-Bas, Russie et l'Italie. C'est une plante non exigeante. Elle préfère les sols légers et profonds, dont le taux d'argile ne dépasse pas 15% et le taux de calcaire est entre 30 et 50%. La température préférée est une température modérée qui est comprise entre 30 et 35 degrés.
Passons aux techniques culturelles. Le travail de sol. Avant la plantation, il faut faire toujours un labour profond dans les sols lourds pour faciliter le développement des racines et l'absorption de l'eau. Et dans les sols légers, il faut faire des lignes pour la plantation. Le travail de sol ne doit pas endommager les racines qu'on peut les trouver superficielles. Après le travail de sol, la plantation, il est préférable de planter le figue pendant les saisons d'automne et printemps. La densité de plantation, elle est comprise entre 400 à 530 plantes par hectare. Et il faut laisser une distance entre les plantes de 6-4 mètres ou bien 6-3 mètres selon la terre. La plantation des grands cladodes âgés maximum de 2 ans qui portent une ou deux petites raquettes. Il faut foncer la raquette mère, il faut foncer 2/3 de la raquette mère dans le sol d'une façon inclinée. Pour la fertilisation, il y a plusieurs types de fertilisation. Il y a la fertilisation indispensable. On utilise pour cette fertilisation du fumier, d'ammonitre, sulfate de potasse et superphosphate. Pour la fertilisation d'entretien, on utilise l'ammonitre, le sulfate de potasse et le phosphate. Il y a aussi la fertilisation par irrigation. L'acide phosphorique est utilisé au lieu de superphosphate et le nitrate de potassium est utilisé au lieu de sulfate de potasse. Donc, les mois de la fertilisation azotée, c'est le mois de février, de juillet et d'août. Pour l'irrigation, elle peut être faite, cette culture sans irrigation. Les irrigations devraient suivre les conditions climatiques. En ce qui concerne les volumes moyens d'irrigation saisonnière sont entre 600 à 1000 mètres cubes par hectare. Il faut toujours, on préfère pour la culture de figues l'irrigation goutte à goutte. Pour les traitements phytosanitaires, il y a 3 principaux maladies. Il y a les maladies causées par les mouches de fruits. Pour lutter contre cette maladie, il faut mettre du foin entre les lignes des figues et les pulvériser avec des pesticides homologués, bien sûr. Il y a les champignons qui fabriquent une matière cotonnière sur les raquettes, sous lesquelles se développent des petits insectes qui empêchent la croissance normale des raquettes. Il faut, bien sûr, pour lutter contre ces champignons, pulvériser les raquettes. Il y a une bactérie qui s'appelle Eruina carotovora qui provoque le changement de couleur des raquettes de vert au noir. Il faut, pour lutter contre cette bactérie, utiliser du cuivre chaque semaine dès l'apparition de ces symptômes. En ce qui concerne la taille, il y a la taille de formation. Il est pratiqué pendant les périodes froides, pluvieuses et l'été. Il faut négliger cette taille. Il consiste à laisser 2 raquettes sur la raquette mère et préciser la longueur de l'arbre entre 2 à 3 mètres pour faciliter la scolosatura et la récolte. Et éliminer aussi des fleurs et des fruits pour faciliter la croissance végétative. En ce qui concerne la taille de production, il consiste à éliminer des raquettes dirigées vers le bas et en position verticale et plus proche du sol. Il consiste aussi à éliminer les raquettes collées pour aérer la plante et faciliter les travaux agricoles. En ce qui concerne la taille de rajeunissement, cette taille est pratiquée sur des plantes âgées de plus de 25 à 30 ans. Il consiste à éliminer les raquettes dures pour faciliter la nouvelle croissance végétative. Au plus, on ajoute du fumier ou engrais d'azote pour faciliter la croissance végétative. En ce qui concerne l'opération de la sculosatura, elle est pratiquée pendant les mois de mai jusqu'à la fin du mois de juin. Elle consiste à éliminer 80% des premiers fruits lorsque la couleur de fleur devient jaune à mauve et au marron, et cela pour faciliter l'élimination des fruits sans blesser la raquette avec une élimination d'un nombre des nouvelles raquettes. Donc il faut préciser le nombre des bourgeons des raquettes au cours de l'opération et on laisse 25% des bourgeons qui constituent des nouvelles raquettes l'année prochaine.
Donc, l'opération de scolosatura influence la précocité. Quand on fait l'opération au cours du mois de mai, ça permet l'augmentation de la floraison et la production de fruits importante sur les raquettes âgées d'un an. Elle influence aussi la dimension. De plus en plus, la scolosatura est retardée vers la fin du mois de juin. De plus en plus, la dimension augmente de 33% par rapport à la normale. Elle influence aussi la qualité des fruits. On remarque toujours une diminution légère des poids des pulpes à cause de l'augmentation de température au cours de la croissance des fruits. Il y a une diminution de pourcentage du glucose, sauf bien sûr la variété Rossa. Il y a une diminution plus importante du nombre des graines, entre 15 à 30% par rapport aux pulpes normales. Donc, pour la variété Rossa. En ce qui concerne l'opération d'éclaircissage, cette opération se fait en 2 semaines avant la floraison et 4 semaines après la floraison. Elle consiste à éliminer les fruits et laisser 4 à 6 selon la dimension de la raquette pour qu'elle croît en confort. Venons maintenant à la récolte. Elle se fait au début de la 2e année ou bien 3e année, mais la production maximale est dès la 5e et 16e année jusqu'à la 20e année. Et après cet âge, on fait le rajeunissement des plantes ou on les arrache complètement. Elle produit 10 à 25 tonnes par hectare selon les régions et la période de récolte sera précisée par les modifications de la couleur des fruits. Le stockage se fait après le nettoyage des fruits des épines dans des chambres froides dont la température ne doit pas dépasser les 5 degrés Celsius, et ce, durant une période de 30 à 45 jours, pour ne pas diminuer de poids et perdre la valeur nutritive. Là, c'est un vidéo illustratif de la région de Boargoup qui montre la procédure de la récolte. C'est vous, Valentine. Il prend la raquette et il laisse un peu de la raquette sur les fruits. Donc, pour conclure, on remarque que la figue de Barbarie est non exigeant et s'adapte aux conditions sèches. Il est facile à cultiver, demandé dans le marché national et mondial et surtout par les pays de Golfe. La filière est très large pour la développer. Donc, mais le secteur en Tunisie n'est pas encore organisé. Il n'y a pas de démarche pour contrôler la qualité de production. Il n'y a pas de traçabilité. Le travail agricole de cette culture manque la mécanisation. Donc, il vaut mieux adapter des schémas de traçabilité, créer des cahiers de charges, créer des coopératives qui regroupent les conditionneurs, producteurs et exportateurs, et aussi intégrer cette culture dans les programmes de développement. Donc, merci pour votre attention. Merci, Madame Khlas, pour votre communication qui est très technique. Alors, j'ai oublié quelque chose. Et je vais m'excuser parce que lors du témoignage, j'ai oublié M. Mohamed Ali Belhaj. Aussi, je m'excuse, c'est un plaisir et un honneur d'être parmi nous et de nous présenter votre témoignage. Alors maintenant, passons à Madame Jahida qui va présenter la communication à la place de Madame le directeur général de l'agriculture biologique. C'est la culture biologique en Tunisie, cas de l'artichaut et des figues de Barbarie. Bonjour à tout le monde, je me présente Bekef Jahida, je travaille à la direction générale de l'agriculture biologique au sein du guichet unique de l'orientation et de facilitation de l'exportation des produits biologiques. Je remplace Madame Rajia Benzarti, c'était prévu qu'elle doit présenter aujourd'hui la communication, elle s'excuse parce qu'elle a eu un empêchement majeur. J'espère la bienvenue à nos amis et nos collègues italiens et toutes les institutions. Et c'est pas la première fois qu'on a travaillé dans un cadre de collaboration avec, dans le cadre de projets tuniso-italiens, appui aux légumes et aux fruits. C'était principalement dans le secteur biologique 2 actions, l'action de l'artichaut bio à l'installation de parcelles pilotes et également 3 parcelles pour la production de vignes biologiques.
je vais présenter en premier lieu une idée sur l'objectif, comme vous le connaissez la plupart de vous, l'objectif de l'agriculture biologique. Elle s'intègre dans le cadre de la stratégie du développement durable. C'est un axe principal qui permet de préserver nos ressources naturelles et surtout l'équilibre des écosystèmes, d'aboutir à un aliment sain et de préserver que ce soit nos ressources en eau, en sol et nos faunes et nos flores pour la durabilité de nos ressources. Également, concernant l'agriculture biologique, c'est un créneau porteur pour l'amélioration du niveau économique, que ce soit au sein restreint, au niveau des exploitations familiales et au sein des groupements. Également, pour l'agriculture biologique, comme vous le savez, elle est cadrée par des cahiers de charges, une réglementation qui est spécifique, interdisant l'utilisation de tout ce qui est produits chimiques de synthèse artificielle. Et je ne vais pas beaucoup tarder sur ce point-là. Pour l'historique de l'agriculture biologique, c'est presque une trentaine d'années. Elle a commencé avec des opérateurs privés pour l'exportation, principalement des dattes vers l'Allemagne, parce que pour le palmier dattier, c'est presque naturel. Et aussi, en deuxième lieu, tout ce qui est production oléicole, c'est presque dans la totalité de la Tunisie, la plupart ils sont conduits en extensif et c'était très facile pour la conversion pour la production pour le système biologique. Au début, il y a eu une création de travail en agriculture biologique au sein d'une comité et par la suite, c'est vers 1999 qu'il y a eu la création du cadre légal qui est spécifique à la Tunisie. Bien sûr, il était inspiré du cadre réglementaire concernant l'agriculture biologique au niveau du CE, sauf quelques spécificités qui sont adaptées à la Tunisie. Et il y a eu la création de toutes les institutions qui vont aider au développement du secteur, que ce soit pour la formation, la recherche, tout ce qui est organisation administrative, tout ce qui est contrôle et certification. Bien sûr, il y a eu depuis 2001 la création d'une sous-direction au sein de la direction générale de la production agricole. En 2006, au Centre technique de l'agriculture biologique à Chat-Mariam, il y a eu aussi la création d'un centre de recherche, une reconnaissance déjà qui nous a permis d'exporter nos produits vers la CEE. C'est une reconnaissance au niveau de la CEE. Également une reconnaissance au niveau de la Suisse, puisqu'elle a une réglementation spécifique à elle. Et concernant la loi qui organise le secteur, c'est la loi 30 de 1999 dans laquelle il y a tous les décrets à travers le contrôle et la certification par les organismes de contrôle et de certification, à travers les cahiers de charges de production animale et végétale et la transformation. Il y a aussi la création du logo bio afin d'identifier et de faire reconnaître le produit biologique à l'échelle internationale, c'est une plus-value, et également pour contacter ou pour avoir toute information concernant les cahiers de charges, etc., vous pouvez contacter le site web du centre technique et au niveau du ministère. Bien sûr, pour le système de production biologique, il est contrôlé et certifié par des organismes et de contrôle de certification. Il y a des étapes pour qu'un opérateur, pour qu'il entre dans le système de production biologique, il doit s'adresser aux organismes qui sont accrédités par le ministère de l'Agriculture. Il y a des étapes pour la demande, pour adresser sa demande auprès des organismes pour avoir un devis. Et bien sûr, par la suite, il va à travers
travers un contrat, il va s'engager pour la production biologique et en fin de compte, c'est à travers le certificat qu'on peut juger, qu'on peut dire que c'est un produit biologique. C'est une garantie pour le producteur, c'est une garantie aussi pour le consommateur. Après tout, s'il n'y a pas ce cadre réglementaire, et jusqu'à maintenant, on a certaines personnes qui n'ont pas confiance qu'il existe réellement un produit biologique qui est certifié, mais on essaie toujours de travailler sur ce sujet-là. Il y a 7 organismes de contrôle et de certification qui sont accrédités internationalement, sauf celui de l'INORPI qui est national, qui est nouvellement accrédité par le ministère d'Agriculture, et il est en cours d'accréditation internationalement. Bien sûr, pourquoi ces organismes ils sont tous accrédités internationalement, ils sont pas tunisiens, c'est très normal puisque au niveau européen, au niveau américain, au niveau surtout les continents, on a besoin d'un organisme qui est accrédité internationalement pour plus d'assurance et de garantie pour le consommateur, et ça ouvre l'opportunité pour beaucoup de jeunes tunisiens qui veulent ouvrir des bureaux, etc. Bien sûr, il y a des cahiers de charges pour l'octroi de la licence. Pour la situation de la Tunisie dans le monde, elle occupe la 31e rang au niveau mondial et le 2e au niveau africain. Également, le produit, l'huile d'olive tunisien et biologique, il occupe la première place à l'échelle mondiale. Également pour les superficies, il y a eu une évolution qui était très importante depuis 1984 et d'après les statistiques de 2013, on est maintenant à 222 000 hectares et comme vous le voyez, la principale spéculation c'est l'oliviculture puisque comme j'ai dit tout à l'heure, elle est facile à être convertible en bio et la filière elle est beaucoup plus facile que les autres filières. Cela ne va pas dire qu'on exclut les autres cultures, surtout le palmier, tout ce qui est plantes aromatiques et médicinales, tout ce qui est cueillette et les ressources forestières, surtout dans les zones qui s'apprêtent pour le bio, il n'y a pas le risque de pollution, que ce soit par des traitements aériens ou des zones qui sont comme intensifs, comme les grandes cultures ou l'arboriculture intensif, etc. Comme a présenté ma collègue, il y a une grande opportunité pour le cactus, pour les grandes cultures. Et vous voyez ici, il y a peut-être la superficie n'est pas aussi importante. Au niveau céréales, c'est pas qu'il n'y a pas une possibilité de production pour le bio, mais sincèrement, ce sont des petits agriculteurs qui ont besoin d'assistance au niveau de la structuration et au niveau tout ce qui est technique, etc. Et on a des zones qui sont marginalisées, il y a les sols qui sont squelettiques, etc. Au contraire, c'est par les techniques de production biologique qu'on peut améliorer la production et la rentabilité des grandes cultures. Ça reste toujours le problème de commercialisation qui est un obstacle pour les opérateurs. C'est pour cela on est arrivé à 1500 hectares et maintenant la superficie a diminué parce que les opérateurs trouvent un problème au niveau de la commercialisation. C'est la même chose pour les cultures maraîchères. On a beaucoup de potentiel. Comme vous le voyez, ici, c'est le livret qui occupe première place. Bien sûr, les parcours, les forêts, c'est pour le cactus, etc. Comme vous le voyez ici, c'est le nombre d'opérateurs. Quand je dis opérateurs, il s'agit de toute la filière, que ce soit producteur, que ce soit transformateur ou exportateur. Donc, comme vous le voyez, depuis 2001, il y a une évolution très importante au niveau du nombre des opérateurs biologiques. C'est la même chose au niveau automatiquement de la production qui est passée aux environs de 16 000 tonnes à maintenant pour opter pour 150 000 tonnes. Et également pour l'exportation et sincèrement, même durant les premières années de la Révolution, on a cru qu'on va avoir une baisse au niveau des exportations. Au contraire, on a eu une évolution. C'est vrai qu'on
on a eu une diminution des superficies parce qu'il y avait des opérateurs, et plus précisément un seul opérateur qui exploitait aux environs de 160 000 hectares concernant tout ce qui est ressources forestières. Comme vous le voyez ici, en nombre de projets, je m'excuse, en nombre de projets, au niveau de la production, c'est 221 projets. 221 projets, derrière, c'est pas 221 opérateurs, il y a des groupements et surtout au niveau de l'oliviculture, il y a, la majorité sont groupés dans des structures, que ce soit des groupements de développement agricole ou des SMSA. Au niveau de la transformation, il y a 20 projets. Au niveau des exportations, 23 projets. Et on a une nouveauté pour la production de l'algue et spiruline dans la région de Sidi Bouzid. Et le total, ça revient à 265 projets. Bon, pour l'appui de l'État, il était très très important et on espère qu'on augmente encore beaucoup d'appui pour le secteur, car sincèrement, le secteur d'agriculture biologique, il s'intègre dans la stratégie de la sécurité alimentaire, comme vous le savez, dans la stratégie mondiale au niveau d'ici 2050. Tous les stratèges, ils optent pour l'agriculture biologique pour assurer la sécurité alimentaire et surtout un aliment sain et durable en valorisant nos ressources naturelles qui sont sincèrement très adaptées aux conditions climatiques, que ce soit végétales, animales, etc. Donc il y a une subvention de 30% pour tout ce qui est frais de certification durant 5 ans. Et l'enveloppe, elle peut atteindre les 10 000. Et surtout pour les opérateurs qui sont structurés dans des organisations pour que l'État encourage à l'organisation des opérateurs bio pour faciliter la commercialisation, pour minimiser le coût, etc. Également, il y a une subvention de 30% concernant, je m'excuse, j'ai dit 30% certification, c'est 70%, je m'excuse, et 30% au niveau de tout ce qui est matériel. Il y a également certains produits qui sont exonérés de ce qui est frais de dédouanement, certains intrants qui sont importés de l'étranger, plus particulièrement de l'Europe, et sur certains insectes utiles. Également, la Direction générale de la défense a adopté un encouragement pour tout ce qui est utilisation des produits bio au niveau des insecticides et des pesticides. Et certains, ils ont droit à une exonération de 50% pour les frais d'inscription. Pour la stratégie qu'on a adoptée, c'était d'aboutir et d'arriver à 500 000 hectares. Et réellement, maintenant, on est aux environs de 120 000, mais on est quand même optimiste sur ce point-là parce qu'en étudiant le potentiel, on peut y arriver, mais il faut bien assister les agriculteurs et comment dirais-je, il faut faire des études très approfondies, il faut encadrer, assister l'opérateur, car sincèrement, les opérateurs, ils sont des petits, ils sont la majorité, il y a des opérateurs qui sont analphabètes, etc. Je crois qu'on doit travailler beaucoup sur l'assistance de l'opérateur pour qu'il travaille sur la filière courte, pour qu'il n'y ait plus d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Et on opte pour atteindre 1% de la consommation nationale. Et déjà, vous allez voir, on a travaillé sur la création du marché local et on espère même plus, puisque si on parle de durabilité, et même la santé du Tunisien, c'est très intéressant. Primo, c'est le principal acteur dans cette vie-là. Et en plus de ça, on minimise les frais qui sont orientés vers la santé publique.
Et en même temps, vous savez que notre population, la majorité, c'est une population jeune. On doit assister même nos jeunes, nos futurs, pour les convaincre et les sensibiliser sur l'aliment sain et la préservation de nos ressources. Également, on opte pour l'obtention, pour atteindre les 120 millions de dinars pour l'exportation. Vous allez voir qu'on a presque atteint ce chiffre-là. Maintenant, pour la figue de Barbarie, comme a présenté ma collègue, on a un grand potentiel. Déjà, c'est 6000 hectares en bio, c'est minime, surtout dans les zones qui s'apprêtent pour le système de l'agriculture biologique, surtout au centre, et le cactus il est éparpillé partout, comme vous le savez, c'est une plante rustique, je ne vais pas revenir sur ce point-là. Au niveau de la production, on est arrivé presque à 14 000 tonnes, et pour l'exportation, à une enveloppe aux environs de 2 millions d'euros. Bon, comme vous le savez ici, on n'a pas beaucoup d'opérateurs qui exportent, mais on est arrivé à des résultats très intéressants au niveau de l'innovauté. L'innovauté, je ne veux pas citer les opérateurs ou les sociétés qui, comme le dit le proverbe scientifique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On a une société qui ne jette rien du fruit du cactus. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit au niveau agroalimentaire, cosmétique, homéopathique, etc. Il y a toute une diversité de produits et presque totale. Donc, on exporte vers les USA, vers la France principalement pour le moment. Et on a une autre société qui a su comment valoriser l'artichaut et atteindre le monde entier avec ses produits. Bien sûr, vous allez voir que la quantité, elle est minime. C'est vrai qu'elle est minime, mais elle est très importante parce qu'avec ces produits, elle a pu atteindre presque tous les continents. Déjà, comme vous le voyez ici, même les feuilles, il exporte même les feuilles, des produits semi-conserves et à travers la transformation artisanale. Bien sûr, pour une valorisation des produits biologiques et pour la protection du consommateur et du producteur, il y a eu la gestion d'un label bio tunisien, parce que sincèrement, lorsqu'on voit notre produit à l'échelle européenne ou aux États-Unis ou n'importe où, partout dans le monde, c'est vrai, on trouve le certificat bio avec avec les différents organismes, mais sincèrement, beaucoup ne sachent pas que ce produit-là, il est tunisien. La traçabilité, elle est très importante pour une plus-value. On encourage déjà à l'utilisation du label bio. Et déjà, il est géré par le ministère, par les régionaux, qui sont nos représentants bio au niveau des gouvernorats, et par l'APIA. Et bien sûr, au niveau de la direction générale de l'agriculture biologique, il est adressé pour le ministre et c'est cadré, c'est par un décret, etc. Et comme vous le savez, comme j'ai dit tout à l'heure, la commercialisation des produits biologiques, elle est très développée pour les opérateurs potentiels. Ils ont accueilli presque le monde entier, mais ça reste à développer au niveau local et au niveau international. C'est pour cela qu'à travers le Bio Expo, c'est une manifestation qu'on a fait généralement au mois de mars, maintenant c'est au mois de mai. Il y a beaucoup de consommateurs, de visiteurs tunisiens. Ils ont manifesté une demande pour l'achat des produits biologiques et de là, on a pensé à créer le marché local au niveau d'un espace d'exposition des produits à la SOCRA. Durant 6 mois, la direction générale a assisté cette action. Elle assure l'approvisionnement et le transport des produits de chez les opérateurs du nord, du centre, sud, etc. Une présence de 2 jours par semaine durant 6 mois. Et bien sûr, par la suite, il y a eu une création d'une association
pour la commercialisation des produits biologiques qui par la suite s'est intégré au niveau de points de vente à la Marsa avec l'association Assuma avec une fréquence d'une journée par week-end pour les consommateurs qui sont déjà fidèles à l'achat des produits biologiques. Et également, il y a pour les participations à l'échelle internationale, il y a le Salon international de l'agriculture biologique et l'industrie alimentaire. Comme vous le voyez ici, on a assisté des enfants avec des ateliers pour les sensibiliser sur l'importance de l'agriculture biologique et de l'aliment qui provient de l'agriculture biologique avec des ateliers de distillation, ici comme vous le voyez pour le miel, l'extraction de miel, etc. Et il y a eu même une association par des étudiants à Chat Mariam. Et il y a eu une autre action au niveau du Dubaï à travers une action de B2B entre des opérateurs tunisiens et les acheteurs de Dubaï. Bien sûr, dans l'opportunité de faire des partenariats, de créer des contrats de commercialisation, etc. Il y a aussi des produits qui ont été transformés. Comme vous le voyez ici, il y a le couscous, des gâteaux, etc. On a beaucoup de sociétés qui ont eu des prix pour la production de l'huile d'olive biologique. Et merci. J'espère que je n'étais pas trop long pour la présentation. Merci, Madame Jahida. Bon, juste un petit éclaircissement parce qu'au niveau des chiffres, bon, nous, on s'intéresse au fig de Barbarie qui est conduit comme un arbre fruitier où il y a la Scosellatori. Bon, mais nous avons l'autre fig de Barbarie, il peut arriver jusqu'à 20 000 hectares. Donc, il y a parmi le fig de Barbarie des saisons, nous avons comme Henditel qui est un peu précoce et qui est de qualité aussi excellente qu'on pourrait exporter. Mais si vous comparez les chiffres qu'a présenté Madame Khlas et les chiffres qu'a présenté Madame Jahida, c'est un peu différent parce que pour nous, on s'intéresse au fig de Barbarie qui est conduit comme arbre fruitier où on pratique la Scosellatori. Je pense que c'est juste une précision parce que la production de fig de Barbarie intéressée par l'agriculture biologique, c'est 13 952 hectares et pour l'exportation, c'est aux alentours de 1 847 275 €. Alors, je vous remercie.